La France, sur le terrain du nucléaire, est en train de construire le plus gros sous-marin lanceur d'engins de son histoire, qui entrera en service dans 10 ans. Les précisions de Julien Roux. C'est le porte-avions qui remplacera le Charles de Gaulle d'ici 15 ans. Lui aussi sera à propulsion nucléaire. Avec 2 mini-centrales à bord, mais aussi 2000 marins, 30 avions de chasse et des drones. Une cathédrale de technologie, selon le ministre des Armées, qui coûtera 10 milliards d'euros. Ce nouveau fleuron de la Marine nationale fera 305 mètres de long. Un peu plus long, mais surtout plus lourd que son prédécesseur. Et c'est 42 000 tonnes. Le porte-avions nouvelle génération sera capable de déplacer 75 000 tonnes. Mais il reste plus modeste que son alter ego américain. Il n'y a que 2 pays dans le monde à maîtriser cette capacité de propulsion nucléaire, les États-Unis et la France. La propulsion nucléaire permet d'aller plus loin, plus longtemps, et d'éviter d'avoir à être ravitaillé en carburant très régulièrement, comme c'était le cas pour les porte-avions à propulsion classique. Le futur porte-avions permettra à la France, qui couvre le 2e domaine maritime mondial, d'affirmer davantage sa puissance militaire. Attendu en 2038, il reviendra au président de la République de donner un nom à ce nouveau porte-avions avant la fin de son quinquennat. En cale ? Non, 6 mois. 6 mois. Ouais. On est de nouveau à l'antenne, parce qu'évidemment, on était saisis évidemment par ce sujet. Est-ce que c'est la preuve qu'en tout cas, sur le terrain du réarmement naval, la France accélère ? Alors la France n'accélère pas, elle maintient ses capacités, puisque ce porte-avions est amené à remplacer le Charles de Gaulle, mais avec des capacités supérieures. L'idéal, je ne suis pas marin, mais l'idéal pour tous les marins de la Marine nationale, ce serait d'avoir la permanence à la mer avec 2 porte-avions. Parce que même nucléaire, même si la propulsion nucléaire permet d'aller partout sans recomplètement, eh bien, 6 mois par an, il faut mettre en condition, en cale, ce porte-avions. Et donc pendant 6 mois, on n'a pas de capacité de permanence à la mer. Alors qu'avant, avec le Foch et le Clémenceau, qui était la propulsion classique, on avait soit le Foch, soit le Clémenceau qui était à la mer, pendant que l'autre, à Toulon, se faisait réparer ou remettre en condition. Donc la difficulté, elle est toujours la même. Et donc c'est une très bonne chose, hein, bien entendu, mais ce qui était à regretter, c'est qu'on n'ait pas réussi, notamment avec les Britanniques, à construire un porte-avions commun qui aurait pu permettre une permanence à la mer, d'ailleurs pour les deux, parce que les Britanniques sont un peu comme nous. Mais vous avez une puissance comme l'Italie qui a 2 porte-aéronefs à propulsion classique, bon, qui l'Italie est une puissance plutôt méditerranéenne, hein, et qui, elle, permet une capacité permanente à la mer, d'une capacité limitée, mais qui est réelle. Elisabeth ? Non, c'est impressionnant. On a cette question effectivement, avec les Britanniques, qui a été envisagée mais qui n'a jamais abouti, est vraiment très problématique parce que on a une armée et puis une industrie qui est très importante, mais 6 mois sans un navire, c'est juste non envisageable pour la quantité de conflits et d'engagement qu'a la France aujourd'hui. Marc Semo. La France a le 2e domaine maritime au monde, notamment dans le Pacifique. Ouais. Mais nos moyens dans le Pacifique, c'est 2 frégates. Il y avait un rapport de l'IFRI tout à fait passionnant là-dessus, qui disait, qui concluait en disant, c'est comme s'il y avait une voiture de patrouille pour l'ensemble du territoire français de police. Donc il y a un problème majeur. Et c'était par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, sur cette question de définir des priorités. Aujourd'hui, et en même temps, tout est important, parce que c'est évident que ce domaine maritime, ce sont des d'immenses ressources potentielles, notamment halieutiques et au-delà, mais en même temps, il y a la réalité de la guerre de masse en Ukraine juste à côté. Donc, est-ce qu'on peut continuer à tout faire ? Ce qui pose rapidement, parce que Maxime Lefebvre aussi, il nous reste peu de temps. Non, mais allez-y, Milan Nabi, ensuite Maxime Lefebvre. Juste pour dire qu'en même temps, donc, ça renvoie véritablement à la question de savoir comment fait-on pour mieux inscrire notre effort, notre stratégie avec nos partenaires européens. Je pense que l'avenir de la défense française se conjuguera ou pas avec nos partenaires européens. Et le fait que finalement, on a l'impression qu'il y a un effacement progressif de cette ambition-là, aussi à cause des autres, c'est à cause de nos partenaires qui ne montrent pas de véritable ambition en la matière, fait qu'il y a de quoi aussi s'interroger. Il ne s'agit pas que d'ambition budgétaire, il y a aussi la question politique avec ou à l'échelle européenne, et de ce côté-là, ça n'avance pas. Monsieur l'ambassadeur.
Sur l'Europe, on fait de plus en plus de choses, notamment à travers le côté un peu industriel, les moyens en commun, tout ce que l'Europe aussi a pu faire pour aider l'Ukraine, par exemple, les livraisons, la facilité européenne de paix. Mais en même temps, nous, on a besoin d'avoir une armée forte et la défense, ça passe aussi par l'OTAN. Et l'OTAN, elle va rester dominante. C'est toujours la même équation. Et c'est compliqué de faire des choix, parce qu'on a besoin de notre dissuasion, parce que ça, c'est vraiment une garantie de survie nationale. On a besoin de capacités de projection, on a besoin de nos engagements de défense sur le terrestre, et donc c'est compliqué de faire des choix.